Bonjour, je me présente Frédéric Bouchard, président et cofondateur de l'entreprise Second Cycle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place du réemploi dans le cadre d'une démarche d'approvisionnement responsable. Dans le contexte actuel, dans le contexte mondial, il y a une surpression sur les ressources de la planète. Ce qui fait qu'une des solutions que propose Second Cycle, c'est d'adopter l'économie circulaire. L'économie actuelle est en transformation, est en train de passer du mode où est-ce qu'on prend, où est-ce qu'on consomme, puis après, l'idée pour aller vers l'économie circulaire, c'est de faire une transition vers une économie qui ressemble à un écosystème. C'est-à-dire tout ce qui est consommé, enfin, il faut que d'une façon ou d'une autre, ce soit réintroduit dans le système de production ou de consommation. L'idée, c'est vraiment de tendre vers un idéal qui est d'émettre zéro déchet. Je voudrais partager avec vous la meilleure définition que j'ai trouvée à ce jour de l'économie circulaire. Elle provient d'un livre intitulé L'économie circulaire en Chine. C'est une thèse de doctorat qui a été écrite par une chinoise sur qu'est-ce qui se fait en Chine actuellement au niveau de l'économie circulaire. Puis selon moi, c'est les plus avancés à date au monde. Selon elle, l'économie circulaire, c'est un système qui est apte à réintroduire dans le cycle de la production et de la consommation tous les sous-produits ou objets qui redeviennent alors soit matières premières nouvelles, soit objets réutilisables sous forme ancienne réhabilitée, ou encore qui sont réinventés sous une nouvelle forme. Donc, pour atteindre une économie circulaire, il existe plusieurs façons de faire, plusieurs méthodes de faire. Il n'y a pas de façon unique d'y parvenir. Tout d'abord, les premières façons qu'on peut y parvenir, c'est en appliquant les principes d'éco-design. L'éco-design voulant faire des produits qui ont une bonne durée de vie, puis dont l'empreinte environnementale au niveau de la fabrication, de l'utilisation puis la fin de vie soit le plus minime possible. Il y a aussi le remanufacturing qui provient, dérive de l'éco-design. Mais le remanufacturing s'inspire du recyclage, c'est-à-dire pour faire du remanufacturing, il faut vraiment utiliser quelque chose qui est en fin de vie. Puis on lui redonne une nouvelle vie, comme par exemple, on voit sur les images ici une table qui est faite à partir d'une bobine de fil ou de tuyau industriel, ou bien cette chaise à roulettes de bureau qui est faite à partir d'un vieux siège d'avion. On peut parler aussi d'éco-construction, c'est-à-dire introduire dans la construction des matériaux recyclés, réemployés. Et ce qui veut dire que il faut favoriser la déconstruction plutôt que la démolition afin d'avoir un bassin de matériaux à récupérer. On peut parler aussi des concepts d'approvisionnement responsable. L'approvisionnement responsable est beaucoup aussi axé sur l'achat de biens neufs qui réduisent l'empreinte environnementale en achetant des produits responsables. Mais aussi, on peut penser, dans un contexte d'approvisionnement responsable, faire aussi en parallèle une meilleure gestion des biens meubles, équipements usagés, dans le but de prolonger la vie de ce qu'on a déjà. Après ça, pour vraiment bien appliquer l'économie circulaire aussi, il faut penser de toujours prioriser les 3 R, faire une bonne gestion des matières résiduelles. Parce que lorsqu'on priorise les 3 RV, c'est-à-dire la réduction, le réemploi, le recyclage, la valorisation, on va vraiment maximiser la valeur de la chaîne des 3 RV. On va réduire les ressources qu'on va utiliser puis leur coût. OK? Puis on va réduire l'énergie utilisée pour la transformation des ressources. Puis on va réduire aussi le transport de matières premières. L'économie circulaire aussi, selon moi, devrait inclure un 4e R qui est souvent oublié, la réparation. Parce que plus on répare, plus on allonge le cycle de vie des biens équipés. Donc, on produit moins puis on consomme plus intelligemment. L'économie circulaire aussi englobe les concepts d'écologie industrielle, de synergie des sous-produits, afin de faire des échanges dans des écoparcs industriels ou des parcs industriels existants,
des matières, de l'eau et de l'énergie, ok, afin de diminuer les coûts d'approvisionnement. Donc, on en vient qu'à interconnecter ensemble des entreprises sous la base que ce qui sort d'une entreprise devient une matière première pour l'autre. Ce qui fait des beaux projets qui sont économiquement rentables puis en même temps environnementaux. Puis évidemment, pour y parvenir, évidemment, on peut favoriser des échanges qui n'ont pas besoin de recherche et développement. C'est à peu près le 90 à 95% des échanges potentiels. Et ultimement, ben, il va falloir aussi que la R&D trouve des nouvelles façons de faire qui n'existent pas encore. Maintenant, on va regarder aujourd'hui plus spécifiquement dans l'économie circulaire, c'est quoi la place du réemploi puis de l'approvisionnement responsable? Comment ça peut être appliqué de façon pratique dans un contexte d'économie circulaire? Donc, pour la prochaine partie, je vais référer à une étude de cas qui est faite actuellement en continu chez un client de second cycle, qui est la commission scolaire de la Québec. Donc, on va commencer par les principes généraux. L'approvisionnement responsable, ça repose sur de la responsabilité sociétale. Donc, ça doit se faire dans un contexte de bonne gouvernance d'une organisation, dans le respect des droits de l'être humain. Toujours dans un contexte où est-ce que ça se fait dans le respect des bonnes pratiques au niveau des ressources humaines. Aussi, on veut faire le mieux possible pour la protection de l'environnement, tout en ayant un volet social au niveau des communautés locales, puis d'avoir un impact. Puis, il faut que ça se fasse aussi dans un contexte de bonnes pratiques d'affaires, puis de protection du consommateur. Si on regarde comment ça peut s'appliquer au sein d'une organisation institutionnelle comme une commission scolaire, ça s'applique principalement au niveau de c'est-à-dire le département qui fait la gestion des ressources matérielles. Donc, le rôle de ce département-là, c'est de s'assurer de la circulation des biens dans le but de répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, ce que fait un service de gestion des ressources matérielles, ça fait du transport, ça fait de l'entreposage, ça s'assure que lorsqu'il y a des surplus, soit qu'ils soient répartis chez les utilisateurs ou bien qu'on les dispose adéquatement. Si on regarde au niveau de la disposition des excédents et des surplus, c'est normé au Québec avec le règlement sur la disposition des meubles excédentaires. Et il existe une loi équivalente aussi au niveau du gouvernement fédéral. Après ça, on peut regarder aussi l'autre département impliqué dans le cadre d'une grande organisation ou d'une institution, c'est la gestion des approvisionnements. OK, ce département-là d'approvisionnement, dans le fond, il faut qu'il s'assure de procéder aux approvisionnements tout en suivant les pratiques et les politiques qui sont établies par l'organisation. Évidemment, ça aussi, c'est normé au niveau de certaines lois lorsqu'on parle d'institutions publiques. Donc, il existe des lois au niveau provincial, au niveau fédéral. Alors que dans l'entreprise, ça se fait plus au niveau de la gouvernance de l'entreprise, des normes qu'une entreprise se donne. Si on regarde tout ça, je viens de vous présenter les deux départements, mais pourquoi ces deux départements? Dans une institution à avantage à mieux réemployer, c'est parce que la nouvelle politique québécoise de gestion des matières résiduelles demande aujourd'hui de favoriser la hiérarchie des 3 R. Donc, on peut plus nécessairement se contenter de toujours recycler. Maintenant, il faut voir comment on va appliquer le réemploi dans nos grandes organisations. Évidemment, tout ça, ça présente certains défis. Puis des problématiques aussi. Les problématiques qu'on peut voir dans les grandes organisations, c'est que elle va se départir au niveau du département des ressources matérielles, de choses qui sont encore utiles, de biens meubles, équipements encore utiles. Mais de l'autre côté, les approvisionnements vont acheter du neuf. Donc vraiment, pour régler cette problématique, il faut qu'il y ait un partage de connaissances
entre les différents établissements, dans le cas de la commission scolaire, les écoles, et en même temps, le service des immeubles, puis les approvisionnements, pour être sûr qu'on connaisse bien les inventaires d'usage lorsque on fait des processus d'achat. Tout est complexifié par un contexte, c'est-à-dire une grande organisation comme la commission scolaire de la capitale. Il y a un entrepôt central. Évidemment, l'entrepôt central est sécurisé et n'est pas accessible par les acheteurs qui sont situés dans les 75 établissements scolaires. Donc, il faut trouver une façon qui est simple de partager tout ça, d'intégrer ça dans les pour que les gens l'adoptent comme une pratique normale dans la gestion du matériel puis la gestion des approvisionnements. Donc, on est passé avec notre client de la commission scolaire de la capitale au travers plusieurs étapes pour en arriver à aujourd'hui créer une boucle de réemploi au niveau des biens meubles et équipements usagés. Tout d'abord, il y a eu une première étape qui a été la modification des politiques internes. Parce qu'évidemment, il faut que ce soit écrit dans les politiques que suivent les approvisionnements et que suivent la gestion des ressources matérielles pour s'assurer que les gens soient au courant, que les gens aussi puissent savoir comment les appliquer de la bonne façon. D'un coup, ces politiques-là sont refusées, OK, puis tout le monde les a acceptées. Après ça, on peut aller vers l'implantation d'un portail privé, d'un outil. Second cycle, nous, on offre un outil pour faire la gestion d'inventaire des biens usagés dans le but de favoriser leur réemploi. D'un coup que le portail est personnalisé pour l'organisation, là, on peut rentrer en phase de prise des inventaires. OK? Donc là, la prise des inventaires, c'est vraiment de commencer par un certain nombre de biens meubles équipements, généralement ceux qui sont très bien, très utiles. Dans le cas de la commission scolaire de la capitale, comme l'inventaire a été pris au printemps 2013, ce qui a été fait en priorité, c'est les bureaux et les chambres dans les classes, parce qu'il y a souvent des mouvements à ce niveau et qu'il y a un besoin au niveau de ce type de mobilier-là au mois de juin et au mois de juillet. Donc, c'était le moment de faire cet inventaire-là de ces types d'actifs-là. Puis après ça, ben, il faut former les utilisateurs. Puis faire un marketing, carrément une campagne de marketing pour dire, ben, mais voici, il existe une plateforme, allez-y, ça sert à vous trouver les biens meubles, équipements que vous avez avant de faire un processus d'achat. Après qu'on ait implanté ces étapes-là, bien évidemment, il y avait un objectif à atteindre durant l'été 2030. C'était que la commission scolaire de la capitale vise l'ouverture de 15 nouvelles classes, tout en réduisant l'achat de mobilier, qui permet d'avoir un gain autant environnemental qu'économique mesurable. Donc, le réemploi, ça s'insère vraiment dans une démarche d'approvisionnement responsable. Pourquoi? Parce qu'on en vient au niveau des approvisionnements, à s'approvisionner à même nos inventaires d'usagers avant d'aller à l'externe dans le neuf. Puis, notre outil chez Second Cycle permet vraiment de faciliter ces échanges-là. OK? Parce que ça se fait vraiment par étapes, tout en suivant la loi sur la disposition des excédents. L'étape numéro 1, c'est qu'il faut mettre ensemble en relation département approvisionnement, service des outils. Pourquoi? Parce qu'on veut maximiser le réemploi à l'intérieur des 75 écoles de la commission scolaire de la capitale. C'est spécifié dans la loi. Lorsqu'on veut disposer de biens, il faut regarder si on n'a pas nous-mêmes besoin quelque part ailleurs dans notre organisation. Si on se rend compte que dans notre organisation, notre entrepôt, l'inventaire augmente, puis on se rend compte qu'on en a vraiment trop pour nos propres besoins, mais là, il faut aussi l'offrir sur le réseau gouvernemental. Le réseau gouvernemental qui implique les municipalités, les autres ministères, les autres organisations publiques et parapubliques. Pourquoi? Ben, ça a été acheté avec de l'argent public, ces actifs. Donc, on veut s'assurer que ça serve au max à d'autres organisations publiques. OK? L'objectif, c'est vraiment de ne pas disposer d'actifs qui ont une valeur marchande, les revendre à l'extérieur.
si on en a besoin dans nos organisations. Puis tout ça, ben, ça se fait dans un cadre de bien dépenser l'argent du contribuable. Et si on se rend compte qu'ultimement, il n'y a personne qui en a besoin dans la commission scolaire ou dans le réseau gouvernemental, après ça, en étape numéro 3, il faut aller faire un appel d'offres public pour le rendre disponible à un maximum de citoyens au Québec, parce qu'on peut pas favoriser personne. OK? Il faut vraiment faire attention là-dessus. Il faut vraiment l'offrir via un appel d'offres public. J'aimerais ça ouvrir une petite parenthèse, revenir à l'étape numéro. C'est quelque chose qui m'est souvent demandé. Comment on peut faire pour favoriser les OBNL, les organisations à but non lucratif? L'étape numéro 2 permet une ouverture qu'une organisation publique pourrait inclure des OBNL à l'étape numéro 1. Parce que les OBNL ont été financés avec de l'argent du gouvernement. Donc, ils sont considérés du réseau gouvernemental. Donc, il est possible, avant d'aller dans l'étape 3 et de faire une vente publique, de favoriser certaines OBNL. Donc, quels ont été les résultats concrets puis mesurés pour les mois de juin, juillet à la commission scolaire de la capitale? Évidemment, on se souvient, l'objectif, c'était de réduire le nombre d'achats pour ouvrir 15 nouvelles classes. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté sur ce second site? D'abord, il y a plus de 171 pièces de mobilier échangées. Ces pièces de mobilier-là avaient une valeur à neuf de 7 700 $. Donc, on a évité pour ce montant-là d'approvisionnement. Ce qui est intéressant, d'un coup que tu vides l'entreprise, ben, tu fais de l'espace récupéré, on va pouvoir accueillir d'autres mobiliers. Parce qu'il y a des mobiliers dans une commission scolaire. Il y a des mobiliers usagés dans toutes les 75 écoles. Donc, à un moment donné, il faut faire un peu plus d'espace dans l'entrepôt pour en accueillir des nouveaux, puis il faut continuer de faire tourner la boucle. Puis après ça, la commission scolaire, en faisant cet exercice de gestion des actifs, s'est rendu compte qu'il y avait des surplus. Ces surplus-là ont été revendus par appel d'offres public. Ça a permis de réinjecter 2850 $ à l'intérieur d'une école de la commission scolaire. Donc, de l'argent qui a été réinvesti pour le service à la clientèle et l'enseignement. En fait, le service que la commission scolaire doit donner à sa clientèle. Donc, le réemploi, il faut vraiment voir ça dans le cadre d'une commission scolaire comme quelque chose. C'est environnemental parce qu'on diminue les approvisionnements neufs. Les biens ne sont pas produits inutilement. C'est économique parce que de l'argent est économisé ou réinjecté dans le système. On peut dire aussi qu'il y a une certaine dimension sociale, étant donné que l'argent qui est récupéré est réinvesti dans la mission d'enseignement aux élèves. Puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant que ces premiers succès-là ont été enregistrés à la commission scolaire de la capitale? Ben, c'est qu'on va continuer à bonifier et élargir l'offre de l'inventaire. Parce que ce qui est intéressant de l'outil de second cycle, c'est que nous, on fait une traçabilité de ce que les gens recherchent. Donc, on a produit un rapport à la commission scolaire de la capitale qui a permis de mesurer quels types de mobilier sont en demande par les différentes écoles. Donc, on a identifié à peu près 25 types de mobilier que les écoles recherchent actuellement. Donc, la prochaine phase d'inventaire va vraiment focuser sur rajouter des items dans l'inventaire, mais que les gens recherchent dans l'usager. Second cycle, c'est un vaste réseau, OK, qui regroupe à peu près plus de 700 partenaires, c'est-à-dire des différentes entreprises, que ce soit des industries, des commerces ou des institutions, ou dans la construction, la rénovation et la démolition. C'est ce qui permet à notre réseau de facilement trouver des solutions pour faire réemployer ou c'est parce qu'on a plusieurs utilisateurs potentiels. Donc, je vous remercie. On va commencer la période de questions. Donc, la question numéro 1 que me soumet Anne, c'est dans une petite entreprise, c'est facile de communiquer sur les sites. Mais comment fait-on dans une grande entreprise? Donc, la problématique que Second Cycle auquel c'est attaqué, c'est justement la communication des surplus d'inventaire dans une grande organisation. C'est pour ça que, au-delà des services conseils que l'on a, on offre aussi un outil web
qui permet de faire la gestion des inventaires. Donc, nous, on offre autant le conseil pour mettre en place l'approvisionnement responsable par le réemploi qu'un outil qui va faire en sorte que les initiatives vont perdurer dans le temps. Est-ce que les gens ont vraiment quelque chose qui leur reste de concret, qui permet de faire une gestion d'inventaire, de l'afficher de la partie, de s'assurer que le matériel, après ça, soit réparti selon les besoins. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on procède pour faire en sorte de communiquer les stocks dans une grande entreprise. La question numéro 2 de Anne, que Anne me soumet, c'est est-ce que le réseau gouvernemental inclut-il le municipal? Le municipal est inclus dans le réseau gouvernemental au même titre que sont les ministères, les centres de recherche, les écoles. Donc, oui, le réseau municipal est tenu de respecter la loi sur la disposition des excédents puis de favoriser le réemploi au même titre que tous les autres. La question numéro 3, qu'advient-il avec les mobiliers ou autres de preneurs suite à l'appel d'offres à l'étape numéro 3? Donc, oui, ça nous est arrivé. Que certains actifs ne trouvent pas preneur. Pour toutes sortes de raisons, un actif ne trouvera pas de preneur. Tout d'abord, peut-être parce qu'il est trop usé pour avoir une valeur marchande. Peut-être aussi que la demande du marché n'est pas là. Pour toutes sortes de... Donc, lorsque le réemploi n'est pas possible, Second Six fait toujours un plaisir de référer ses clients à l'autre étape qui est le recyclage, puis d'identifier aux clients les meilleurs recycleurs puis de le référer aux bonnes pour qu'ils puissent, si le réemploi n'est pas possible, au moins aller à l'étape numéro 2 du recyclage puis que ça se fasse correctement. Question numéro 4. Avez-vous des clients dans le domaine agricole? Et aussi, avez-vous un exemple pour une petite organisation? Donc, je vais commencer avec le premier. Oui, on a des clients dans le domaine agricole. Euh, Souvent des gens qui recherchent une catégorie d'actifs qu'on appelle des matières résiduelles fertilisées. Donc, des matières résiduelles qui ont des propriétés chaulantes ou qui ont des mêmes propriétés similaires à des engrais, pareil. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a aidé certaines entreprises dans le domaine agricole. La question numéro 2. Et aussi, avez-vous un exemple pour une petite organisation? Oui, on a des exemples où est-ce que des petites organisations qui ont trouvé, grâce à Second, des débouchés pour la matière résiduelle. Comme on a eu un cas cet automne, qu'on a suggéré un changement au procédé d'une entreprise afin que les matières qui s'en vont au site d'enfouissement, à la place, deviennent recyclées. Juste par ce petit changement-là, lorsque l'entreprise va l'implanter au mois de décembre, elle va pouvoir avoir un gain économique récurrent de 100 000 par an, ce qui est quand même assez intéressant. La dernière question, les produits neufs sont vendus avec une garantie. Comment ça se passe pour les produits issus du réemploi? Est-ce qu'elle est transmise à l'acquéreur au moment de l'achat? Généralement, avec ce qu'on a constaté sur ce second, les produits offerts n'ont plus de garantie. Donc, comment qu'on procède dans des institutions d'enseignement qui ne sont pas nécessairement outillées pour justement gérer des garanties? C'est qu'on fait des appels d'offres sans garantie légale, donc tel que vu sur place, ce qui fait que les prix sont obtenus sont en fonction de ce que l'acquéreur va prendre. Si jamais un jour il y aurait une garantie, là il faudrait voir avec le manufacturier si cette garantie-là est transférable au moment de l'achat. Évidemment, c'est pas quelque chose que Second peut contrôler. Donc, je vous remercie de votre attention, d'avoir été présent en grand nombre à cette présentation. Et je vous invite à parcourir avec Second Cycle la voie du développement durable.